Bonjour à tous. ARAG vous souhaite la bienvenue à son premier webinaire de 2021. Nous sommes réellement ravis de vous accueillir dans nos nouveaux studios et également de constater que vous êtes à nouveau fort nombreux à participer à ce webinaire. Je m'appelle Yves Reniers, je suis National Account Manager chez ARAG et je serai votre modérateur pour aujourd'hui. Mais avant de débuter, j'aimerais bien d'abord répéter que ce webinaire sera enregistré et que donc tous les dias et la présentation sera disponible par la suite. Deuxièmement, pour toutes vos questions, je vous inviterai plutôt à vous rendre vers les questions-réponses. Vous pouvez, en bougeant la souris à gauche, à droite en bas de l'écran, voir que vous savez introduire là vos questions. Et le plus important, c'est lors du webinaire, on va vous poser deux questions à laquelle il faudra répondre impérativement afin de valider votre présence, mais également de pouvoir avoir vos points de formation FSMA. Voilà, Corona a eu un impact sur tous, ce n'est pas un secret, hein, mais plus précisément, la pression dans les soins de santé depuis lors a fortement augmenté, même si les chiffres sont à la baisse, même s'il y a eu des mesures de soutien par le gouvernement. Et donc aujourd'hui, ensemble avec nos deux experts, Mélanie Roisin, notre Legal Claims Advisor, bonjour Mélanie. Bonjour. Et également Vincent Locus, notre directeur technique que vous connaissez tous. Bonjour Vincent. Bonjour Yves. On va faire le point sur quelques éléments. Premièrement, on va vous expliquer quel était l'impact du corona sur le secteur médical. Par la suite, Mélanie va prendre le temps de vous donner quelques exemples, quelques cas de sinistres très concrets avec des chiffres. Et ensuite, on va enchaîner avec quelles vont être les solutions, les alternatives qu'on peut proposer en termes d'assurance. Et on va clôturer avec un petit mot d'explication sur une action commerciale, hein, l'action profession médicale et paramédicale Gold. Voilà, donc on va enchaîner. Vincent, quel a été plutôt l'impact de Corona dans le secteur de soins de santé aujourd'hui? Alors, si tu me permets, Yves, avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à vous saluer toutes et tous, à vous souhaiter la bienvenue à ce nouveau webinaire, de vous accueillir à celui-ci. Et je tiens aussi à vous dire ô combien toute l'équipe est extrêmement heureuse de pouvoir vous rencontrer. Alors, c'est vrai que la petite déception, c'est que c'est en virtuel. Mais enfin, les perspectives s'ouvrent, deviennent plus positives et on espère bien avoir l'occasion dans les prochaines semaines de pouvoir se voir physiquement. Alors, oui, quel est l'impact du corona sur le secteur médical ? Avant d'aborder l'aspect plutôt assurance, nous voulions effectivement un petit peu parler de cette situation très particulière qui a été vécue par les membres du corps médical et tous ceux qui travaillent dans le secteur paramédical. La presse en a fait souvent écho, nous l'avons vu dans les médias, différents reportages, mais nous tenions aussi à revenir un peu sur ces spécificités. C'est aussi une manière, en tout cas, d'être reconnaissant par rapport au secteur médical, paramédical, qui n'a pas ménagé ses efforts, et encore maintenant, pour faire en sorte que notre système médical fonctionne le mieux possible, qu'il puisse être mais vraiment présent aux côtés des patients et sauver des vies. Donc le fait de reconnaître cette situation et d'en parler, je trouve que c'est déjà une forme de remerciement et de considération que l'on peut exprimer. Alors c'est vrai que dans la presse écrite, dans les médias télévisés,
nous avons vu quand même pas mal de titres à propos de cette situation à laquelle personne ne pouvait penser, on ne pouvait jamais imaginer que ça allait nous arriver. Oui, nous avons lu des choses comme quoi le Covid a un impact personnel, tant sur le plan professionnel des médecins du corps médical et paramédical, mais aussi un impact non négligeable sur le physique pour les soignants. Excès de fatigue, c'est quelque chose qui revient de manière très fréquente. Cet excès de fatigue qui peut même conduire à des situations de burn-out. On a vu aussi quelques manifestations de personnel soignant en colère, stressé, épuisé. Rappelez-vous, devant l'hôpital Saint-Pierre, il y a eu une manifestation qui a été faite, et pas que là. On a également vu comme titre les héros du soin sont morts de fatigue, mais aussi fatigués de la mort qu'ils côtoient au quotidien et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, puisque ces décès interviennent auprès de patients qui sont seuls, non entourés de la famille, et donc c'est très très éprouvant. Et enfin aussi des problèmes d'absentéisme qui ont été relevés dans la presse, absentéisme lié à cette situation de pression, de stress intense auquel ils sont soumis et qui génère alors effectivement des absences, avec aussi des membres du personnel soignant qui sont tombés malades et qui par conséquent ne pouvaient plus assumer leurs fonctions, ce qui a quand même mis vraiment les services concernés par le corona, par le suivi du corona et les soins apportés sous une tension énorme, puisqu'il fallait malgré tout assurer la permanence et faire en sorte que les soins puissent encore être délivrés. Donc autant de situations tout à fait inhabituelles, exceptionnelles, et qui ont vraiment mis à mal le corps médical. Et là, je pense que tout le monde en est extrêmement conscient. Si on va piocher dans les statistiques, les informations qui sont communiquées par Cienzano, on trouve un certain nombre d'informations et nous voulions effectivement les répercuter ici. Ces informations montrent la pression qui existe sur les professionnels de la santé et qui montrent que cette pression a considérablement augmenté. Pression qui est de 4 ordres, pression physique, psychologique, également au niveau de l'activité professionnelle, mais alors aussi une crispation qui s'est fait jour avec une augmentation de la violence dans le secteur médical et dont le secteur médical a été effectivement victime. Si on prend la première conséquence, à savoir la pression avec les conséquences physiques, on a constaté une augmentation sensible du nombre de problèmes physiques. Si l'on prend les douleurs musculaires et articulaires, Cienzano nous dit qu'avant la pandémie, on arrivait à un taux de plainte de 21%. Dans la période de pandémie, on arrive à des plaintes de l'ordre de 38%. Pour ce qui concerne les maux de tête, 12% avant Covid, devenu 30% en période de pandémie. Et les problèmes d'estomac, on sait bien que c'est un organe sensible qui est très vite impacté par le stress. Nous avions 11% de plaintes physiques à ce niveau-là avant la période Covid et 21% pendant cette période Covid. Donc oui, il y a un impact, il n'est pas négligeable et évidemment, c'est d'autant plus compliqué dans la mesure où le corps médical est tenu de rester à 100% efficace. Ils n'ont pas droit à l'erreur. C'est quelque chose d'extrêmement complexe.
Alors, impact psychologique, oui, augmentation du stress, stress chronique aigu chez les soignants. Au niveau du stress chronique, Sciensano a nomenclaturé les troubles de la concentration. On est passé de 15% à 26%, des manques de sommeil 25% à 40%, c'est très significatif. Incapacité à se détendre, à décompresser, 27% à 46%. Être systématiquement, continuellement sous pression, 34% avant le Covid et 51% pendant cette période de pandémie. Sensation de fatigue, on peut comprendre, 38% avant, 50% pendant la période. Et alors, il y a des symptômes de stress aigu qui ont été relevés, sentiment d'anxiété, d'angoisse, 12% avant Covid et 27% pendant la pandémie. Des hyper-alertes et de vigilance accrue qui se présentent au quotidien, 24% avant et 36% pendant la pandémie. Donc vraiment, oui, il y a un véritable raz-de-marée qui s'est dessiné au niveau du corps médical. Poursuivons, il y a également toutes les conséquences professionnelles. Clairement, l'étude montre qu'un soignant sur 5 envisage d'abandonner son activité. C'est quand même un nombre important. 1 sur 4 se sent de plus en plus isolé au travail. Et je pense que là, peut-être plus qu'ailleurs, l'esprit d'équipe est essentiel. 70% ont moins l'impression de faire partie d'une équipe. 1 sur 5 éprouve plus souvent un sentiment d'incertitude. Et j'ajouterai aussi que l'on remarque au niveau des vocations un nombre moins élevé de personnes qui embrassent une profession médicale ou paramédicale. Donc ça a un impact non négligeable et qui va encore donc se faire sentir pendant les années qui viennent, même si on arrive à une situation normale, ce que l'on souhaite tous. Augmentation de la violence dans le secteur médical, nous avons tous en tête des reportages qui ont été faits, des interviews faits auprès du corps médical, paramédical, augmentation d'agressions, de menaces à l'encontre du personnel de santé, les membres de la famille de patients qui sont hospitalisés sont beaucoup plus exigeants, sont beaucoup plus agressifs, ils sont à cran, supportent moins différentes contraintes, et notamment le port du masque, le fait de devoir attendre plus longtemps, etc. Une infirmière disait qu'elle était effectivement de plus en plus confrontée à des problèmes d'agression, qu'elle a même ce n'est pas uniquement une agression verbale, mais également agression physique, où elle a été poussée contre une porte, problème d'agression, harcèlement dans les hôpitaux, parce que ça ne va pas assez vite, parce qu'on on doit attendre quand on va aux urgences, parce qu'on ne veut peut-être pas hospitaliser quelqu'un en estimant que ce n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas de l'avis de la famille. Et alors, oui, on a assisté finalement à des mesures de sécurité qui ont dû être prises par les hôpitaux pour un peu canaliser cette agressivité. Autre impact du corona, c'est sur toujours l'augmentation de la violence et la petite enquête qui a été faite montrait que 6 soignants sur 10 ont fait face à davantage d'agressions, d'intimidations au travail et que donc près d'un quart a même subi de la violence physique. Et même oui, des morsures ou des coups de pied, des bousculades, etc. Alors, cette augmentation de la violence, ben oui, j'en ai déjà touché un mot, mais elle a résultante aussi de toute une série de contraintes
qu'engendre la pandémie. On est évidemment moins libre dans nos mouvements, dans nos contacts. Il y a l'obligation de porter le masque. Il faut patienter beaucoup plus longtemps à l'hôpital pour être soigné. Il y a également toute une série de mesures de précaution supplémentaires qu'il faut prendre. Elles sont contraignantes. Les personnes, ben oui, veulent rester avec leurs proches. Et là, soit il y a une interdiction totale ou bien il y a un nombre limité de membres de la famille qui peuvent être présentes, voire même que les temps de visite sont mais vraiment très très courts, ce qui est source évidemment de frustration, source d'anxiété dans une situation où les patients atteints de corona sont quand même déjà dans un contexte médical extrêmement grave. Et puis, oui, on a aussi des attitudes de plus en plus discriminatoires à l'égard de toute personne qui est soupçonnée d'avoir été en contact avec le virus. Et c'est vrai que on a vu quand même dans des journaux télévisés des attitudes absolument anormales qui consistaient à clairement écarter les professionnels de la santé parce que considérés comme étant une source de danger, une source de transmission du virus. Et donc on les écartait purement et simplement. Si on regarde un petit peu les différents problèmes qui peuvent être rencontrés par les professions médicales et paramédicales, mais ils sont de plusieurs ordres. C'est une analyse qui a été faite, c'est une analyse internationale. Et on a par exemple des refus de services qui sont opposés aux médecins, infirmières, parce qu'on sait qu'elles sont en première ligne proche du virus. Et donc, par exemple, il y a eu des actes empêchant des membres du corps médical de rentrer dans un transport en public. Il y a également différentes obstructions qui sont faites pour justement éloigner les membres du corps médical et également au niveau logement par exemple de réelles expulsions. Et je me souviens très bien d'un reportage qui avait été fait dans un journal télévisé et qui montrait qu'un jeune assistant en médecine qui était effectivement dans un service de soins intensifs pour soigner les personnes atteintes du corona, eh bien, qui s'est fait purement et simplement éjecter de la colocation où il vivait parce que justement vecteur de transmission du corona. On sait que les hôpitaux ont été victimes de cyberattaques. Les gens mal intentionnés ne sont pas du tout arrêtés par cette catastrophe mondiale. Alors ici, oui, on parle d'armes lourdes. Comme je vous disais, c'est une analyse internationale et plus évidemment une situation que l'on rencontre ou rencontrerait aux États-Unis, mais c'est une autre mentalité, c'est aussi un autre état d'esprit, tout comme pour les armes individuelles, bien évidemment, puisque eux ont accès à tout ce qui est armes. C'est un moyen de pression qui est utilisé que nous n'avons pas. Les menaces psychologiques, bien sûr, les violences physiques, effectivement. Alors, ici, nous allons vous présenter un petit film qui reprend certaines de ces situations. C'est effectivement dramatique parce que le corps médical a été, bien entendu, confronté aux aspects de décès. Comme je disais, des personnes ont été clairement éjectées de leur environnement et même ces répercussions ont existé au niveau des enfants et dans le milieu scolaire où on était méfiant par rapport à eux qui pouvaient eux-mêmes amener le virus. Donc oui, c'est une situation tout à fait anormale.
Nous devons soutenir le corps médical, avoir du respect pour eux. Il faut vraiment veiller aussi de notre côté à assumer nos responsabilités et, dans toute la mesure du possible, faire en sorte que ces problèmes et de transmission de corona se ralentissent au maximum par un comportement individuel que nous pouvons chacun adopter. Alors, il y a aussi tout ce qui concerne les aspects alors de dédommagement. On a bien dressé la situation, on a vu globalement toutes les difficultés rencontrées, tous les problèmes bien réels qui sont vécus. Il y a aussi tout cet aspect de réclamation. Et qu'est-ce qu'on a constaté au niveau alors de la protection juridique, puisque la protection juridique peut être une réponse totalement adéquate pour prendre en charge les problèmes juridiques qui peuvent être liés à cette pandémie. On a constaté qu'en fait, la consultation de sites ou d'informations relatives à la protection juridique a augmenté de quelques 2000 recherches supplémentaires par mois sur Google. Augmenté de 2000 recherches par rapport à 2019, donc c'est quand même considérable. Alors c'est vrai qu'on a vu aussi une sorte de transfert de type de litige. Si il y a eu beaucoup moins de litiges en matière véhicule, circulation, pour cause, puisqu'à un moment donné, il y avait le confinement strict où on ne pouvait même pas sortir, il y a eu moins de ventes de véhicules, moins de déplacements, effectivement. Par contre, on a quand même pu constater une recrudescence de litiges qui sont liés aux problèmes du travail, litiges concernant à des licenciements, litiges concernant à l'accès au chômage, à des modifications de conditions de travail, certaines exigences d'employeurs en matière d'attestation d'absence totale de virus, etc. Nous avons vu aussi une recrudescence de litiges consommateurs liés à tout ce qui concernait les déplacements, l'annulation de ces déplacements, des vols en avion, l'annulation de vacances, les retards au niveau des vols. Donc beaucoup de litiges ont été enregistrés à ce niveau-là. Et alors il y avait aussi également des questions immobilières dans le sens de problèmes de relations de voisinage. Mais les gens étaient confinés, ils étaient réduits dans leur déplacement et donc passaient beaucoup plus de temps à leur domicile. Et ça générait évidemment des sources de tensions, si pas déjà au sein de la famille même, ce qui n'était pas toujours évident, mais aussi avec des voisins, avec un entourage immédiat. Et donc on a vu là une recrudescence de litiges. Alors, quelles sont les matières en fait les plus touchées? J'en ai parlé, le droit du travail, les litiges contractuels, également les problèmes de propriété, de droit de voisinage. Mais c'est surtout ciblé au niveau des sociétés qui ont été également impactées par le corona. Tout ce qui est contractuel, le courant d'affaires a diminué. Il a fallu faire face à des difficultés d'exercer l'activité, voire l'arrêt total de l'activité. Il fallait pouvoir recourir aux différentes aides qui étaient mises en place. Donc, toutes les sociétés ont été touchées, les petites entreprises, les moyennes, les grandes entreprises. Et alors, tout ce qui concerne effectivement la problématique des voyages, et que ce soit pour les particuliers ou que ce soit effectivement pour les professionnels. En matière assurance auto, c'est une constatation générale auprès de l'ensemble des assureurs protection juridique. On a quand même eu beaucoup moins de dossiers sinistres. Tout le monde peut bien se l'imaginer.
Merci beaucoup, Vincent, pour ces explications très détaillées. Un grand merci. Et avant de laisser la parole à Mélanie, j'inviterai les téléspectateurs à répondre à la première question, le premier sondage également. Donc, dans quelle mesure estimez-vous que le corona a eu un impact sur le nombre de litiges dans le secteur médical? Y a-t-il pas d'impact? Y a-t-il plutôt un impact faible ou assez important? Voilà, je vais maintenant plutôt céder la main à Mélanie par rapport justement aux réclamations, aux sinistres qui ont eu lieu dans le secteur médical, sur laquelle on a eu nos données au sein d'ARAC. Mélanie. Merci Yves. Donc effectivement, bonjour à tous, puisque je n'ai pas vraiment encore eu l'occasion de vous parler aujourd'hui. La première tâche qui m'est attribuée est effectivement de revenir avec vous sur les différentes réclamations Corona dont fait l'objet le monde médical. On a effectivement pu lire à de nombreuses reprises dans les médias toutes sortes de titres accrocheurs qui faisaient effectivement référence à toute cette mise en cause de ce monde médical qui a énormément souffert durant cette crise Corona. Ainsi, vous verrez sur le slide qu'on a repris différents titres accrocheurs, comme celui d'une famille qui poursuit un hôpital belge en justice pour avoir refusé des soins intensifs, une nouvelle vague, mais les réclamations des patients non corona, un patient âgé, malade du corona, se met à faire la loi sur son lit en soins intensifs, bref, des péripéties bien compliquées à gérer. Au sein de notre compagnie, nous avons effectivement pu constater des visu l'augmentation des réclamations en responsabilité dans le secteur médical, bien plus que dans d'autres secteurs. Alors, ces actions en responsabilité, elles étaient de deux ordres. D'une part, les responsabilités médicales et d'autre part, les responsabilités de l'employeur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par responsabilité médicale? D'une part, les réclamations de patients corona suite à des erreurs médicales dont ils ont été victimes, et d'autre part, les actions des patients non corona qui, eux, ont été victimes de soins reportés ou de diagnostics mal faits ou trop tardifs. D'autre part, on a constaté qu'il y avait des actions en responsabilité de l'employeur et là, ces actions étaient menées directement par le personnel soignant qui considérait que l'hôpital ou l'institution pour laquelle il travaillait n'avait pas pris de mesures suffisantes que pour les protéger contre le coronavirus. Revenons-en de manière un peu plus précise sur la responsabilité médicale en période de corona. Pour déterminer si un soignant a effectivement commis une erreur médicale, a agi de manière fautive, hors période corona, on va se poser la question de savoir si un soignant raisonnablement compétent et agissant raisonnablement dans les mêmes circonstances aurait fourni le même traitement ou aurait agi de la même manière. Le soignant doit donc agir conformément à une règle professionnelle qui est en vigueur. Mais évidemment, les conditions de travail dans lesquelles tous ces soignants ont été plongés pendant la période Corona fait que cette norme professionnelle, d'office, elle a évolué. On a été obligé de la modifier, de l'apprécier autrement. Et du coup, la faute professionnelle, la responsabilité des soignants s'apprécie de manière différente en période de crise Corona. Et la question à se poser dorénavant est de savoir si un soignant a agi effectivement comme un soignant, raisonnablement compétent et agissant raisonnablement, mais en période de crise Corona, donc en connaissance de cause des différentes modalités, obligations qui s'imposent dorénavant au corps médical pendant cette crise Corona. Voilà donc en ce qui concerne la théorie par rapport à cette erreur, à cette faute médicale. Et je vous propose de prendre l'un ou l'autre exemple pour concrétiser cette théorie que je viens de vous expliquer. Prenons l'exemple d'un généraliste qui passe à côté du diagnostic qu'il devait poser sur son patient parce qu'en période Corona, il ne peut pas le traiter lui-même ou parce qu'il doit reporter le traitement. Conséquence, le patient est victime d'un abcès. Dans des conditions normales, hors période Corona, on aurait considéré que ce médecin n'avait pas agi conformément aux normes professionnelles et qu'il s'était donc rendu responsable du dommage qu'il avait causé à son patient et qu'il y avait lieu de mettre en cause sa responsabilité médicale. Mais les agissements des soignants, comme je vous l'ai dit, ont
subit toutes les circonstances de la période Covid. Il y a des changements de circonstances et des nouvelles normes qu'il y a lieu de prendre en considération dans l'appréciation de la mise en cause de leurs responsabilités. Du coup, notre médecin généraliste, il commet une faute en temps normal, mais en période Covid, si on prend en considération l'ensemble des mesures et des règles qui étaient applicables à lui face à son patient, eh bien, on va considérer que le fait d'avoir peut-être postposé un diagnostic ou de ne pas avoir pu de lui-même traiter son patient et que le patient soit victime d'un abcès ne constitue pas dans son chef une erreur médicale et on ne pourra pas mettre sa responsabilité en cause. Un deuxième petit exemple pour aussi vous expliquer que, mine de rien, il y a une responsabilité qui est maintenue en vigueur pendant la période du corona. Évidemment, les médecins et le personnel soignant ne peuvent pas non plus tous se permettre, avec pour seule excuse la crise corona. On peut imaginer une intervention chirurgicale qui ne se passe pas très très bien dans la mesure où le corps médical oublie une partie du matériel chirurgical dans le corps du patient ou encore un patient qui recevrait des médicaments inadéquats. On ne peut pas exclure que les soignants commettent des erreurs durant la crise corona et qu'ils seront donc responsables de fautes qui généreront alors dans le chef des victimes un droit à indemnisation, puisque là, clairement, dans le cadre de l'oubli de ce matériel chirurgical dans le corps du patient, ils n'ont pas agi conformément à une norme professionnelle, quand bien même celle-ci aurait été amenée à évoluer durant la période Covid. Je vous avais dit qu'on avait observé une augmentation donc des actions en responsabilité au sein de notre compagnie, enfin en tout cas en ce qui concerne le monde médical. D'une part, on avait vu qu'il y avait les actions en responsabilité médicale et puis d'autre part, il y a la responsabilité de l'employeur. Vous savez que l'employeur, eh bien, il a un devoir de vigilance, c'est-à-dire une obligation de prendre des mesures et de donner les instructions qui sont adéquates et nécessaires à ses travailleurs pour que ces derniers ne subissent pas de préjudice dans l'exercice de leur travail. Ce devoir de vigilance en période de coronavirus, il peut aussi être apprécié par les juges d'une manière un peu plus souple, puisqu'effectivement, même si un employeur a respecté les mesures qui étaient imposées par le gouvernement en période de coronavirus, le juge pourrait très bien estimer qu'il n'a pas été au-delà de ces mesures et n'a pas pris suffisamment de mesures de sécurité à l'égard de ses employeurs et de ses employés, et qu'il se rend du coup responsable de dommages qui auraient pu être causés à un de ses employés. Et donc, si le travailleur subit un dommage dans l'exercice de son travail, eh bien, l'employeur est effectivement responsable et il se doit d'être indemnisé. Sauf si l'employeur peut effectivement prouver qu'il a rempli, respecté son devoir de vigilance. Comment arriver à établir cette responsabilité? C'est un peu compliqué, même si, en soi, le travailleur n'a pas grand-chose à faire d'autre que d'apporter la preuve qu'il a subi un dommage dans le cadre de l'exercice de son travail. Rappelons quand même que si l'employeur peut prouver dans son chef qu'il a totalement respecté son devoir de vigilance ou qu'il n'y a pas de lien entre, finalement, la faute qu'il aurait commise et le dommage de son employé, il y a effectivement extinction de son obligation à indemniser son employé. Alors c'est vrai qu'en matière de coronavirus, c'est un peu délicat, puisqu'il va être très difficile pour le travailleur, finalement, de prouver de manière certaine qu'il a contracté le coronavirus au travail, dans l'exercice de ses fonctions. On le sait, l'obligation pour l'employé, c'est de prouver qu'il a subi ce dommage dans l'exercice de son travail. Et donc, le lien entre le travail et la maladie, il va être difficile à établir, il n'est pas très clair. Et on peut imaginer que dans le cadre de la jurisprudence, devant les tribunaux, les juges vont apprécier de manière relativement souple cette obligation de rapporter la preuve du lien entre l'exercice des fonctions et le fait d'avoir contracté le coronavirus. Et ils vont sans doute se satisfaire d'une simple probabilité, et si cette probabilité est suffisante, de croire qu'effectivement le travailleur a contracté le virus sur son lieu de travail, l'employeur pourrait être tenu à dédommagement. Très bien, très clair. Merci encore une fois, Mélanie. Mélanie, mais j'ai en même temps directement une question peut-être pour toi ici, d'un téléspectateur. Que se passe-t-il si le médecin doit se présenter devant l'ordre des médecins suite à la plainte d'un patient en famille du défunt? Est-ce que c'est couvert ou pas?
Ben, Yves, oui, c'est couvert, effectivement, parce que la police d'assurance dont bénéficient nos assurés au titre de médecin médical ou paramédical d'ailleurs, couvre les actions disciplinaires et donc on les fait assister en général par un avocat lorsqu'ils sont entendus par l'ordre des médecins. Ok, très clair. Encore une fois, merci. Et aux téléspectateurs, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas, encore une fois, je le répète, en bougeant avec la souris à droite, d'introduire vos questions. Mais Vincent, avec tous ces risques et tous ces sinistres qu'on voit, quelles sont justement les alternatives qu'un assureur ARAC peut offrir à travers son courtier aux assurés dans les soins de santé? Alors, c'est évidemment le propre d'une assurance protection juridique d'apporter une réponse efficace, adéquate à l'assuré qui est confronté à un problème juridique. Il doit, l'assureur protection juridique doit mettre effectivement tout en œuvre pour faire valoir les droits de cet assuré, pour le défendre efficacement dans sa recherche d'une justice qui va prendre en considération son problème juridique. Alors, vous connaissez le processus, il n'est pas modifié, hein. Bien sûr qu'il y a toujours, lorsque celle-ci est possible, une phase amiable qui sera entreprise par les équipes internes au sein d'ARAC et ici dans ces matières plus pointues, plus spécifiques sur le plan juridique, par nos juristes qui sont tous d'anciens avocats, et ils vont entreprendre vraiment toutes les démarches utiles à la bonne solution du problème qui a été soumis. Quand je dis la bonne solution, il n'y a évidemment aucune crainte à avoir à ce niveau-là, sachant qu'il y a toujours ce fameux garde-fou exceptionnel, je vais dire, dans un contrat d'assurance, parce qu'il est unique, il n'existe que pour l'assureur protection juridique, garde-fou qui consiste en cette fameuse clause d'arbitrage ou clause d'objectivité que vous connaissez parfaitement bien et qui consiste à dire que si l'assuré est en désaccord avec la compagnie d'assurance quant à la manière dont ses droits sont défendus, eh bien, il peut consulter l'avocat de son choix qui, lui, va en quelque sorte arbitrer et va dire, ben oui, la défense est tout à fait correcte, le point de vue défendu par la société est correct, et à ce moment-là, nous allons prendre en charge 50% de l'état de frais honoraires de l'avocat pour la consultation qu'il a rendue. Par contre, si l'avocat dit « j'estime qu'il y a quand même des chances d'aller plus loin, de réclamer quelque chose », exemple d'un avis négatif qui serait donné par la compagnie au niveau de responsabilité, ou qu'il y a moyen de réclamer plus que ce qui a été fait, eh bien, à ce moment-là, la compagnie doit effectivement couvrir totalement l'intervention de l'avocat, prendre en charge tous les frais inhérents à la procédure judiciaire, et ce, quel que soit le résultat de la procédure, et quand bien même, finalement, le juge viendrait à débouter l'assuré de sa demande et par conséquent, en quelque sorte, donner raison à l'avis qui était rendu par la société. Donc oui, cette phase amiable est quelque chose d'important, mais clairement, il y a des dossiers pour lesquels l'amiable n'est pas possible parce que l'assuré est assigné, ou bien parce que l'amiable a été accompli, mais on ne parvient pas à obtenir gain de cause, et donc on passera en procédure judiciaire. Et bien sûr que l'assuré a le libre choix de son avocat et que la société prendra en charge l'ensemble des frais qui sont inhérents à cette procédure. Et votre expérience fait que vous les connaissez bien, hein, les frais de justice, l'état de frais honoraires d'un expert judiciaire qui sera récupéré d'ailleurs comme les frais de justice ultérieurement si l'assuré obtient gain de cause. Nous allons prendre en charge le montant de l'indemnité de procédure, ce montant qui revient à la partie qui gagne le procès et qui doit être payé par la partie qui perd son procès. Nous assumons cette charge financière
Et compte tenu de l'ensemble des prestations que nous sommes en mesure de faire, les prestations financières que nous sommes en mesure de faire au travers du contrat, je peux dire qu'il n'y a pas de poste financier qui resterait à charge de l'assuré. Ceux-ci sont intégralement pris en charge par la compagnie d'assurance et nous le verrons ultérieurement aussi que les plafonds d'intervention financière dans les différentes matières susceptibles d'être impactées par un litige sont suffisamment élevés que pour pouvoir dire là aussi que l'assuré ne devra pas prendre en charge quelques frais que ce soit. Alors, pour recadrer un peu les choses, et je sais que vous connaissez le produit, mais il s'agira donc d'un rappel. On parle bien du produit profession médicale et paramédicale Gold, qui est donc le produit haut de gamme avec les couvertures les plus étendues, les plus étoffées. Et le principe Gold que vous maîtrisez est de dire que nous couvrons tout sauf ce qui est effectivement exclu. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'assuré, ce sera effectivement le souscripteur du contrat qui paye la prime, c'est évident. Ça peut être un indépendant, ça peut être même une entreprise. Nous avons en portefeuille des hôpitaux qui ont décidé de souscrire un contrat d'assurance protection juridique pour couvrir les membres de leur personnel et ainsi, en quelque sorte, apporter une sorte de sérénité dans le cadre de l'exécution de leur activité professionnelle, des actes qu'ils posent au quotidien, qui sont des actes qui sont lourds, qui sont pointus, qui peuvent engager une responsabilité. Et ainsi, ils peuvent dire à leurs collaborateurs qu'en fait, si jamais il devait arriver quelque chose, eh bien, oui, l'assureur pourra intervenir pour les défendre. Donc, l'indépendant, l'entreprise, l'hôpital, par exemple, mais nous savons aussi qu'il y a des médecins qui travaillent sous le régime de salariés, il y a même des médecins qui sont sous statut. Et bien entendu, n'oublions pas que les assistants peuvent être couverts par ce contrat, les stagiaires, effectivement, dans le cadre de l'activité professionnelle. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que si le groupement de médecins est par exemple constitué en société, eh bien oui, tous les représentants légaux et statutaires de cette société vont également bénéficier de la couverture. Également aussi, toute personne, que ce soit un préposé, un aidant, qui travaille pour compte du souscripteur du contrat dans le cadre de cette activité professionnelle. Et là, c'est souvent un aspect que l'on oublie, cette couverture de ces personnes-là, parce que ça peut être important. Une personne préposée victime d'un accident du travail, eh bien, pourra parfaitement être défendue par le contrat souscrit par son employeur. Il n'y a aucune opposition d'intérêt, donc pas de conflit entre l'employeur et le préposé. Et si l'employeur est d'accord, eh bien, effectivement, nous interviendrons pour veiller à ce que le préposé puisse percevoir une indemnité correcte, conforme à la jurisprudence en matière d'accident du travail, par exemple. Alors, quels sont les biens immobiliers qui sont couverts dans ce contrat? Mais bien sûr, c'est le bien où est exercée l'activité professionnelle, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais aussi toute la partie privée de ce bien. Et on sait que beaucoup de médecins, de vétérinaires, de kinés, d'infirmiers ont un cabinet dans leur maison. Alors, parler du contrat, des souscripteurs, des bénéficiaires de l'assurance. Qu'est-ce qu'on couvre dans ce contrat? Comme je vous l'ai dit, c'est un produit Gold. On couvre vraiment toutes les matières du droit. Et donc également, ce qui est important pour le corps médical, la défense disciplinaire, mais aussi, et ça rentre dans la matière du droit du travail, tout conflit qui pourrait exister avec l'INAMI, qui a quand même aussi une politique de contrôle, de vérification des prescriptions, du nombre de prescriptions, du type de prescriptions faites par des médecins. Et ça donne parfois lieu à
à des litiges très pointus, puisqu'il s'agit là même de la mise en péril de la poursuite de l'activité professionnelle. Au niveau de la tarification, je crois que vous la connaissez, une prime de 325 € pour l'ensemble de ces matières, tout en sachant que 2 personnes faisant partie de la société ou qui collaborent avec le médecin, comme une secrétaire médicale par exemple, sont automatiquement couverts. Il y a une tarification pour toute personne supplémentaire qui viendrait s'ajouter. Il y a une possibilité de joindre la couverture d'un véhicule. On peut également couvrir le siège d'exploitation supplémentaire et adjoindre aussi un produit de la gamme particulier pour lequel on va effectivement accorder une réduction de 25%, sachant qu'à ce moment-là, nous avons un contrat global. Vous voyez aussi quelques avantages qui sont octroyés pour les stagiaires, les assistants, pour les starters, étant donné que vous allez effectivement recevoir cette documentation. Mais soyez attentifs à ces aspects-là. Il s'agit alors à ce moment-là d'un produit, mais vraiment très accessible financièrement pour des personnes qui débutent dans le cadre de l'activité professionnelle. Comme je vous ai dit, il y a moyen d'adjoindre le volet vie privée. C'est important. Si on se focalise sur l'aspect Corona, il n'est pas strictement limité à la vie professionnelle. Et là, vous connaissez notre gamme de produits de particulier bronze et silver, et alors les fameux produits dits Gains, qui sont le produit particulier Fisk Access et Fisk Gold, produits qui permettent de bénéficier d'une réduction fiscale et non des moindres, puisque celle-ci peut atteindre un montant maximum de 124 €. Donc, je crois que vous maîtrisez bien ces produits, sachant qu'on a fait de nombreuses campagnes d'information à ce niveau-là. Merci Vincent. Je vais vite t'interrompre parce qu'à présent, on a notre deuxième question, le deuxième sondage. Chers téléspectateurs, je le répète, il est impératif que vous répondiez aux questions pour valider votre présence ainsi que les points de formation. Et la question est la suivante. Avez-vous actuellement, cher courtier, des clients avec un produit professionnel médical et paramédical Gold dans votre portefeuille? Voilà, pendant que vous répondez, je délègue la parole à Vincent par rapport aux autres avantages et de produits ARAC spécifiques. Voilà, alors effectivement, nous avons voulu adjoindre à ce produit médical, paramédical Gold, une couverture tout à fait spécifique, assez innovante sur le marché de l'assurance protection juridique, qui est l'option protection fiscale étendue. On l'adjoint aux produits profession médicale et paramédicale, mais nous l'avons également adjoint aux produits commerçants Gold, aux produits Silver, Business Silver et Business Gold. En quoi constitue la caractéristique de ce produit? C'est que vous êtes habitué à ce qu'un assureur protection juridique intervienne lorsqu'il y a un conflit, un problème juridique, et que cela nécessite effectivement d'intervenir sur le plan juridique pour argumenter, faire valoir des droits, veiller à ce que les droits ne soient pas lésés. Ici, on dépasse ce cadre-là et nous sommes vraiment dans notre philosophie qui est d'être des assisteurs. Nous allons assister l'assuré lorsque le fisc vient simplement faire un contrôle. Le fameux contrôle fiscal, le fisc décide de vérifier la comptabilité, les pièces comptables, etc., en corrélation avec les déclarations fiscales. Eh bien, il n'y a pas encore de litige à ce moment-là. Il n'y a absolument aucun conflit, mais il est effectivement utile de pouvoir être déjà assisté
par un spécialiste. Ça sera dans le cadre du contrôle par le comptable lui-même. Eh bien, nous prendrons en charge les frais et honoraires de ce comptable pour préparer le dossier, pour être présent lors du contrôle et pour faire en sorte que ce contrôle se termine bien pour la société ou l'indépendant contrôlé. Et quand je dis bien, ça veut dire qu'il n'y ait pas de redressement. Donc oui, c'est un complément qu'il est possible de faire, qui non seulement donc propose ce contrôle fiscal, mais aussi étend les couvertures du produit, de la matière droit fiscal qui est déjà incluse dans le produit de base. Pas de délai d'attente, pas de franchise, pas de minimum litigieux. Donc, ce sont quand même des extensions intéressantes. Le plafond d'intervention est de 20 000 €, il ne change pas. Les impôts directs sont évidemment couverts, mais aussi, et ça c'est également une avancée, tout ce qui concerne les impôts indirects. Au niveau tarification, celle-ci est fonction du nombre de personnes, collaborateurs qui travaillent au sein du bureau, de la société, de l'association, etc. Toujours avec des avantages que l'on accorde aux starters pour voilà, stimuler, être présent à un moment où les rentrées financières ne sont pas encore très effectives. Merci beaucoup à nouveau, Vincent, pour ces explications. Je me permets, parce qu'il y a une bonne question qui vient d'apparaître. Cher expert, un médecin souscrit aujourd'hui et fait l'objet rapidement d'une action dont il n'avait pas encore connaissance. Par contre, cette action sera très probablement relative à des faits antérieurs à la souscription. Quid? Je m'adresse plutôt à toi, Vincent. Voilà, donc, réponse de juriste, hein, ça dépend du cas, désolé. Mais voilà, si nous sommes en matière contractuelle, le cas d'assurance au niveau de nos conditions est fixé au moment où l'assuré a une connaissance ou doit avoir une connaissance raisonnable de la réclamation, du problème qui se pose. Et donc, il faudra à ce moment-là, évidemment, que l'assuré soit couvert auprès de la société à ce moment-là et qu'il y ait, parce que je suis en matière contractuelle, expiration du délai d'attente qui est prévu au contrat. Je pourrais avoir un problème de recours civil, par exemple. Nous sommes dans une matière où le cas d'assurance est le fait dommageable. Et si, Yves, d'après ce que tu me dis, la question posée dit que ce fait est survenu avant la prise d'effet du contrat, oui, là, il n'y aura absolument pas de couverture. Il y a eu une connaissance de ce fait. Comme je dis, ce n'est pas quand la maison brûle qu'on couvre, on souscrit une police assurance incendie. Ok, très clair. À nouveau, merci Vincent et également merci pour les explications propres aux solutions d'assurance pour les personnes dans les soins de santé, aussi bien dans l'exécution de leur activité que dans leur environnement privé, ainsi que ces extensions assez uniques chez ARAG. Parlons un peu plus concrètement par rapport à des exemples de sinistres très pratiques avec notre expert Mélanie. Est-ce que tu peux peut-être nous aider à donner des exemples, et plutôt chiffrés aussi, hein? Si un litige survient, qu'est-ce que ça coûte à un assuré, ce genre de choses? Oui, je vais peut-être aborder cet aspect-là. Okay. Donc, effectivement, on a screené notre portefeuille, on a examiné les dossiers, les dossiers sinistres qui survenaient dans le cadre de contrats profession médicale et paramédicale, et on a un petit peu examiné cela. Sachant que si on regarde l'ensemble du portefeuille et l'ensemble des sinistres que nous gérons, nous avons un coût moyen par sinistre de 1 456 €. Bon, ça dit tout et rien, puisque en fonction des matières, ça peut être beaucoup plus et d'autres matières beaucoup moins. Mais enfin, c'est quand même un élément de réflexion, 1 456 €. Quand je vais voir les sinistres que nous gérons au niveau du produit médical et paramédical Gold, nous sommes avec un montant moyen de 3 057 € par sinistre.
normal puisque nous couvrons quand même des matières très pointues, des matières de contrat, de défense disciplinaire, des matières fiscales. Donc, c'est logique, 3 057 €. Et si maintenant je devais m'attarder sur les 3 sinistres les plus importants que nous avons eus, avec le coût moyen, je parle toujours d'une moyenne, nous arrivons à un montant de 3 981,66 €. Je dis toujours, si on fait la relation avec la prime payée, eh bien, la prime est effectivement très vite amortie pour plusieurs années. Si maintenant je vais un peu plus loin dans l'examen, je vais avoir des litiges, par exemple, contrat fournisseur, des problèmes que des membres du corps médical ont eu lorsqu'ils ont acquis du matériel médical, matériel souvent pointu, très coûteux, très technique aussi, et il y avait des soucis au niveau de ce matériel. N'oublions pas que nous couvrons également des dentistes qui, eux, ne travaillent qu'avec du matériel sophistiqué. Eh bien, le coût moyen des dossiers s'élève à 4 052 €, sachant qu'au niveau du coût maximum que nous avons enregistré, nous sommes à 18 150 €. Pas de problème. Ça confirme ce que je disais au départ, que l'assuré peut faire valoir ses droits sans bourse déliée. Le plafond est de 20 000 €. Pas de problème. Recours civil, effectivement, 3 270 € pour le coût moyen. Coût maximum 18 606 €. Le plafond est de 125 000. Il est confortable. Pas de souci à se faire. Défense disciplinaire, qui est quand même une matière souvent frappée de sinistres, 4 623 € coût moyen, 12 466 € pour le coût maximal et plafond 125 000, confortable, pas de souci à se faire. Je vais donc reprendre la parole et promis, on va essayer de rester dans le timing qui nous est imparti. Je voulais simplement revenir avec vous et terminer peut-être sur un point peut-être un peu plus terre à terre et reprendre des exemples auxquels nous avons été confrontés de manière pratico-pratique au sein de la compagnie. Et donc effectivement, en tant que gestionnaire, nous avons pu avoir connaissance de différents dossiers dans lesquels nous avons dû faire application de ces contrats médicaux, paramédicaux. Le premier exemple que je voulais aborder avec vous est un exemple qui s'inscrira incontestablement en matière de droit du travail. Le cas pratique était le suivant. Un travailleur, pendant la période coronavirus, a dû effectuer des tâches qui ne s'inscrivaient clairement pas dans son contrat de travail habituel. Nous, en tant qu'assureurs, nous assurions l'employeur. Les relations se détériorent entre le travailleur qui a donc dû effectuer ses prestations non prévues et son employeur. Et ces travailleurs prétendent tout à coup que l'employeur a rompu le contrat de travail parce qu'il a modifié unilatéralement les conditions de l'emploi de son employé et cet employé a décidé de demander une indemnisation à son employeur à ce titre. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes en plein dans un litige qui fait application de la matière de droit du travail. Je ne répéterai pas tout ce que Vincent vient déjà de vous expliquer, mais il y a un minimum litigieux qui est requis, il n'y a pas de franchise, il y a un délai d'attente de 9 mois, vous le savez, qui prend cours à dater de la souscription du contrat, et on couvre les litiges qui ont lieu sur le territoire belge. On a un plafond d'intervention qui, lui, est fixé à 20 000 €. Mais que va-t-on faire pratiquement parlant dans la gestion de ce sinistre ? Eh bien, d'abord, d'un point de vue amiable, on va tenter de contrecarrer les arguments qui sont avancés par l'employé et tenter de le convaincre qu'il a tort dans le cadre de l'interprétation de la situation. Si cet employé venait à attaquer de manière beaucoup plus violente et virulente son employeur au point d'entreprendre une action devant les tribunaux, ARAG prendra l'initiative de désigner aux côtés de l'employeur un avocat de son choix et prendra en charge évidemment les frais et honoraires qui seront liés à l'intervention de ce conseil et également tous les coûts qui seraient reliés à la procédure qui serait lancée par l'employé.
Le second exemple, j'avance, hein, vous le voyez, je ne chôme pas, il est quant à lui plus du tout relatif au droit du travail, mais le pitch est le suivant. Vous travaillez en tant que professionnel médical au service des urgences d'un hôpital et en pleine période Covid, vous êtes confronté à l'afflux massif de patients qui sont infectés par le coronavirus et malheureusement vous n'avez pas pu admettre à un moment donné tout le monde aux soins intensifs parce que ça déborde et les enfants d'un patient qui est décédé ont décidé de mettre en cause votre responsabilité professionnelle suite au décès de leur papa. On a affaire à un litige qui s'inscrit incontestablement dans le cadre de la matière de la responsabilité médicale, de la défense civile. C'est un litige extra-contractuel, on est aux urgences, on n'a pas fait choix de son médecin. Il est clair qu'en votre qualité de courtier, il vous appartient de faire en priorité une déclaration auprès de l'assureur responsabilité professionnelle du médecin qui est mis en cause. Mais alors, à quoi sert l'APJ finalement dans des circonstances pareilles ? L'APJ va intervenir dans un second temps s'il y a un conflit d'intérêts qui naît entre le médecin et son assurance responsabilité civile ou s'il n'existe pas sur le marché un assureur RC professionnel qui couvrirait le sinistre que vous auriez déclaré auprès de la compagnie d'assurance ARAG. Alors de nouveau, brièvement, on a un montant litigieux requis de 750 €, pas de délai d'attente, pas de franchise, et on couvrira les sinistres qui ont lieu sur les territoires de l'Europe et des pays qui bordent la Méditerranée. Le plafond d'intervention sera limité à 125 000 €. J'en viens déjà alors à mon troisième exemple. Le pitch, c'est un médecin ou en tout cas un membre du personnel soignant qui est agressé physiquement dans l'exercice de ses fonctions par un tiers qui n'accepte pas que le médecin lui demande de respecter les mesures de sécurité dans le cadre de la crise Covid et à tout le moins le port du masque et le maintien d'une distance de sécurité suffisante. Ce sinistre, eh bien, il s'inscrit incontestablement dans la matière de recours civil. On n'a pas de montant litigieux requis, on n'a pas de franchise, on n'a pas de délai d'attente. Les sinistres qui se passent en Europe et dans les pays qui bordent la mer Méditerranée sont couverts et le plafond d'intervention est limité à 125 000 €. Que va-t-on faire dans le cadre de cette gestion qui nous est confiée? On va évidemment requérir auprès de la personne responsable des coûts et de l'agression un dédommagement au profit du médecin ou du personnel soignant qui est assuré auprès de notre compagnie, sur base des pièces médicales qui nous auront été confiées. On enverra une mise en demeure. En cas de dommages graves ou en cas d'incapacité temporaire ou permanente, on est susceptible également de mandater un expert pour nous épauler médicalement dans le cadre des revendications qu'on pourrait faire valoir à l'égard de la personne responsable. Et si le paiement n'est pas effectué volontairement par le responsable des coûts et blessures, eh bien, à ce moment-là, on sera contraint de mandater un avocat pour entreprendre judiciairement la récupération des dommages qui reviendraient à notre assuré. Il est possible que le tiers responsable soit poursuivi directement devant le tribunal correctionnel pour des coups et blessures dont il se serait rendu auteur. Et à ce moment-là, il faut faire valoir les intérêts de notre assuré devant le tribunal. Nous mandaterons donc un avocat, celui du choix de notre assuré, et nous l'assurerons du paiement de l'ensemble des frais qui ont trait aux frais et honoraires de l'avocat et de la procédure. Il se peut également, et j'en terminerai par là, qu'un expert soit désigné par le tribunal correctionnel pour faire l'évaluation du dommage de notre assuré. A priori, ces frais sont mis à charge de la personne qui est responsable des coups et blessures, mais bien souvent, ce sont des personnes qui sont soit totalement incapables d'assumer de tels frais ou qui font traîner les choses par plaisir. Et à ce moment-là, ARAG pourrait faire l'avance de ces frais pour que la procédure puisse avancer un maximum au profit de notre assuré. Un grand merci, Mélanie. Je souhaiterais quand même informer les téléspectateurs qu'apparemment la régie m'informe qu'il y a un problème technique au niveau du son. Donc sachez qu'on met tout en mesure pour résoudre ce petit problème. Par la même occasion, j'ai encore une dernière question ici d'un téléspectateur par rapport à des informations plutôt commerciales, prospectus, pour informer les assurés. Sachez que tout de suite, Vincent va donner un mot d'explication par rapport à une page d'atterrissage avec là-dedans des prospectus et des infos. Et d'autre part, vous pouvez également consulter votre personne de contact, vos BA, par téléphone ou par email, qui vous aideront certainement. Et donc, on arrive tout doucement au dernier chapitre de ce webinaire. Vincent, il y a cette action commerciale profession médicale GOL. Est-ce que tu peux nous, brièvement, quelques mots, expliquer de quoi il s'agit? J'assume totalement la responsabilité du retard que nous prenons dans la présentation. Mais vous me connaissez et vous êtes indulgent, je le sais, je vous en remercie.
Mais on arrive au bout, ne vous inquiétez pas. Donc effectivement, action commerciale, oui, produit qui s'inscrit bien dans la problématique sociétale que nous connaissons et donc intéressant de le faire connaître. Pour cela, une brochure est faite que vous pouvez télécharger, qui donne toutes les informations. Et aussi, on va mettre à votre disposition la possibilité de contacter vos clients au travers, accompagner un message accompagné de cette brochure et de toute information, ce qui effectivement permet de diffuser en fait la connaissance de ce produit qui est vraiment très intéressant. Mais ce n'est pas tout, bien sûr. Quand je dis action commerciale, effectivement, ça va aussi avoir des répercussions au niveau de la gestion des dossiers. Donc, cette gestion de dossier est quelque chose d'important et vous le savez, hein, on a eu des webinaires l'année passée, on en a fait plusieurs, chaque fois on l'a répété, mais maintenant depuis plus d'1 an, nous veillons à être aux côtés des personnes qui sont impactées par le coronavirus et on accepte de faire une gestion extrajudiciaire du dossier sans frais, quand bien même il n'y aurait pas de couverture à ce niveau-là, quand bien même le délai d'attente ne serait pas expiré. Donc là, on fait le nécessaire. Et je rappelle aussi que notre service Legal Helpline, qui a lui aussi enregistré une recrudescence des appels, est disponible. 02 643 13 93 permet effectivement de recueillir toute une série d'informations juridiques sur un problème auquel on est confronté. Et donc, on répond dans l'immédiateté pour aider, conseiller l'assuré. Donc là, il ne faut pas hésiter à utiliser ce numéro. Merci bien encore une fois, Vincent. Mais je le répète là tout à l'heure, vous avez vu le pop-up apparaître où est-ce que vous avez eu la possibilité de télécharger la brochure avec toutes les informations plutôt commerciales. Voilà, on arrive tout doucement à la fin du webinaire. Il nous reste encore quelques minutes pour une ou deux questions. J'ai une question ici plutôt pour vous, Mélanie. Puis-je consulter un avocat avant de déposer une demande d'indemnisation? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Alors Yves, je pense que les contrats sont relativement clairs à ce sujet-là, donc il faut, avant de consulter un avocat, passer par l'avis d'une de nos juristes. Il vaut effectivement mieux déclarer le dossier auprès de la compagnie afin que la juriste puisse faire une première analyse de la situation et proposer éventuellement une gestion amiable avant la consultation d'un avocat. Si l'avocat est nécessaire, la juriste l'appréciera et le mandatera évidemment immédiatement. Ok, très clair, très clair. Je vois que pour l'instant, il n'y a plus de questions qui apparaissent. Donc, ça prouve que c'était très, très clair. Et je remercie pour cela, naturellement, mes deux experts. Par la même occasion, il y a encore ce formulaire d'évaluation que vous pouvez donc remplir à votre convenance. Et une fois ça, il ne me reste plus qu'au nom de ARAC, au nom de Mélanie, Vincent et moi-même, de à nouveau remercier pour votre présence, pour votre fidélité. Et on vous souhaite un agréable week-end. À très bientôt. Au revoir.